Moi, j'ai envie de retenir deux choses, au-delà de ma voix sensuelle et profonde d'homme enrhumé. On est maintenant capable, dans Star Wars, de se débarrasser de deux Stormtroopers en leur mettant des gifles sur le casque. Et, euh, et on est capable... Putain. On est capable de passer incognito en planquant un enfant sous notre cape. Obi-Wan, il se dit, je vais la mettre sous ma cape, ça passera tout seul. Et ça passe tout seul. J'ai eu l'impression de voir Ma famille d'abord où Michael Kyle, il planque Franklin pour jouer du piano. Sauf que c'était drôle, la piqûre d'abeille. Là, putain... Je suis pas forcément sûr que... Je suis pas... On n'a pas signé pour ça, je crois. Hein. Je sais pas. Ah ouais, non, mais Ivan... Ça me flingue, surtout pour Jurassic, mais même Kenobi, ça me flingue de dire que t'as raison, mais là on n'est pas là, putain. C'est waouh, tu vois. Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous quand même en ce vendredi soir? Qui dit vendredi soir dit évidemment pendant encore 2 semaines, enfin cette semaine plus les 2 prochaines, review d'Obi-Wan Kenobi, réalisé par l'immense Deborah Shaw. Putain. Un épisode assez particulier parce que en vrai, sale semaine pour les. Ah non, mais moi j'ai passé la pire semaine de ma. Je vous le dis, hein, mais bon, alors là, cette semaine. Ah, c'était. Ouais, c'est. Wow, tu vois, c'est dur, hein, c'est d'être fan de saga là. Ouh, heureusement qu'il y a eu Top Gun, hein. Et heureusement, franchement, dans quelques années, on se dira, les gars, en 2022, heureusement qu'on avait Top Gun. Hein. Il suffirait plus qu'Avatar 2 il soit loupé. Pas trop de mal, à mon avis, ça, normalement, ça devrait le faire. Mais, c'est chaud, hein, c'est compliqué. Donc, on est quand même là pour parler de l'épisode 4 d'Obi-Wan Kenobi avec cette voix sensuelle et profonde. Phoebe, dans Friends, a dit que c'était sensuel et envoûtant d'avoir une voix enrhumée. Là, je peux vous dire que j'ai mis le paquet. Un épisode qui est assez paradoxal quand on y pense, parce que il y a quelques scènes plaisantes, il y a quelques scènes sympathiques qui sont pas mirobolantes, voilà, effectivement. Il y a quelques scènes sympathiques, j'en ai compté, je crois, 4, peut-être 5, mais perdues dans un océan de rien, où là, je commence un peu à me dire, les gars, quand on va arriver à l'épisode 6 et qu'on se dira, il reste plus qu'un épisode et qu'on a eu 5 épisodes d'intro vides, bah ce sera peut-être un petit peu tard. Hein. Je ne veux que personne, mais vraiment, hein, j'espère que personne, à la fin de la série, se cachera derrière « Mais Valou, t'as rien compris, il y a une saison 2, on va... » Non, j'en ai rien à branler. Je vous le dis tout de suite parce que, en vrai, ça commence déjà un peu à m'énerver. Cette série était censée être une mini-fiction. C'était censé être une mini-fiction, une mini-série de 6 épisodes. Qu'on nous annonce une saison 2 en plein milieu, blablabla, blablabla, etc. C'est super. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre et je vais commencer à le dire tout de suite parce que Disney commence à me casser les couilles. J'en ai rien à foutre qu'il y ait une saison 2. Et t'as 6 épisodes pour faire des choses correctes. Fais des choses correctes. Je veux bien que tu me fasses 14 saisons différentes de ceci, de cela, de ce que tu veux. Ok, c'est cool. Mais à un moment donné, enfin, putain, je sais pas. T'as 6 épisodes pour parler de Kenobi. On va se le dire combien de fois que on s'est mis des attentes hautes, mais d'un autre côté, on est fan de Star Wars, vous ramenez la prélogie, Hayden Christensen, Ewan McGregor, vous faites une série sur Kenobi, on a plein de personnages secondaires qui reviennent, enfin, t'as quand même du casting de renom. Bah non, moi j'ai pas envie de me dire ah bah ouais mais ils feront mieux dans la saison 2. J'en ai rien à foutre qu'il y ait une saison 2, moi. Je me dis merde, on est au 4e épisode d'une mini-fiction en 6 volumes, partie 1, 2, 3, 4, etc. Putain, c'est chaud. Et encore, je vais vous dire, honnêtement, hein, les meilleures scènes des épisodes, c'est des repompages d'autres choses. Donc c'est même pas forcément que c'est bien ou pas. Il y a quelques idées de mise en scène, mais je pense notamment, on va en parler très objectivement, mais la scène où Obi-Wan tue 2 Stormtroopers dans une obscurité, voilà, visuellement intéressante. C'est une scène qui est plus ou moins pas repompée, mais disons une grosse réécriture du pouvoir de la force. Il y a une scène qui est quasi similaire dans le pouvoir de la force. Donc bon, à un moment donné, je veux bien, tu vois, mais bon, si c'est une scène qui est un peu repompée déjà de base, je vais avoir du mal à dire que c'est super. Donc on est effectivement là pour parler d'Obi-Wan Kenobi épisode 4. Et première chose que j'ai envie de souligner, 38 minutes.
Et si tu retires les 3 minutes d'intro et les 6 minutes de générique, on a entre 29 et 30 minutes d'épisode. Je vais boire une lichette de mon fameux thé à la menthe glaciale. En vous laissant avec cette information, l'épisode dure 29 minutes. 29 minutes d'une mini-fiction en 6 épisodes. Bravo. La durée d'un épisode de manga. La durée d'un épisode de Star Wars du côté de chez Disney. Alors, à un moment donné, quand on est par exemple du côté de... du côté du Mandalorian, et que le Mandalorian t'habitue à ça, pourquoi pas? Je veux dire, moi, j'ai jamais râlé particulièrement à l'idée de me dire les épisodes durent une demi-heure sur Mando. Puis c'était un peu l'inverse. Ça... ça allait de 25-30 minutes, et plus on arrivait, si vous voulez, au-delà des saisons 1 et 2, bah, plus globalement, on avait un contenu qualitatif déjà, et un contenu plus long. Donc, arriver sur ce statut crescendo, on monte en puissance et on finit par avoir des épisodes un petit peu plus qualitatifs, avec justement 40 ou 45 minutes d'épisodes, parfois plus, d'accord. Là, on a commencé à 50, on se retrouve à 29. Et puis alors, enfin c'est ce que disait Serial Vlogger, mais 29 minutes de quoi? Globalement, 29 minutes de quoi? On va d'abord passer sur les séquences que j'ai bien aimées, et vous allez voir que ça va être relativement rapide, parce que c'est même pas... Pour moi, c'est même pas intéressant. Je veux dire, dans le scénario. Scénaristiquement parlant, et dans la manière dont on gère l'épisode, ce ne sont même pas des séquences intéressantes dans le fond. C'est plus sur la forme que c'est percutant. Je vais d'abord commencer par, évidemment, la première séquence de l'épisode, où on voit cette espèce de parallèle, cette espèce de... Pas de diade, parce que vu comment ils utilisent le mot diade maintenant dans la série, on va pas en arriver jusque-là. Mais cette espèce de parallèle entre Obi-Wan et Vador. Les deux dans leur cuve de Bacta. La cuve de Bacta qui est régénératrice pour tout le monde, bon bah c'est les systèmes un petit peu de soins de la galaxie, donc moi ça m'a pas choqué outre mesure. Par contre, l'idée de les voir dans une espèce de parallèle où il y a le trauma qui continue d'être développé de la part de Kenobi, où on sent qu'il est pas bien, où on sent que véritablement c'est quelque chose qui le marque. Il est entre deux eaux, c'est-à-dire il y a cette obscurité en lui qui a toujours du mal à réaliser que Anakin est encore vivant, qui vient de se prendre une rouste sévère, et il y a d'un autre côté la culpabilité d'avoir laissé Leia être kidnappée. Le parallèle était plutôt intéressant parce que de l'autre côté, on voit Anakin, vraiment lui aussi tout tremblant, extrêmement énervé, mais lui c'est de la haine. Il a retrouvé Obi-Wan, Obi-Wan lui a échappé. Globalement, je pense que c'est pas... comment dire Bon, moi je suis toujours convaincu qu'en fait Vador l'a laissé s'échapper, mais d'un autre côté, le fait de l'avoir revu, d'avoir pu commencer à le blesser, etc., ça a pu raviver en lui évidemment toutes ces choses-là. Je trouve que ça manque d'un petit quelque chose. Je trouve que ça manque d'un petit truc. Le jeu des acteurs, on va en parler. Même sur... je vais te dire, Ivan, même sur Ewan McGregor... Je commence à être, même sur Ewan McGregor, je commence à me dire tout ça pour ça, notamment sur la scène où il revoit tous les Jedi, où là aussi ça manque de plein de trucs, mais on va y revenir parce que ça manque à peu près de la même chose. Ce parallèle-là, pour moi, il aurait été hyper intéressant entre Obi-Wan et Anakin si, sur ce segment-là, il y avait eu une sorte de flashback de la guerre des clones, ou un flashback entre les deux, où ça ravivait encore plus de souvenirs. C'est-à-dire, on sent qu'il y a un trauma, montre-nous encore plus pourquoi. Idem sur une autre scène que j'ai bien aimée, où on voit Obi-Wan qui découvre, alors l'idée est plus ou moins intéressante, hein, toutes les tombeaux avec les chevaliers Jedi, il y en a beaucoup qui pensent qu'il y a Quinlan Vos qui est dedans. Je sais pas si ça a été démenti depuis, moi je pense pas, parce que Quinlan Vos, refaire une référence pour au final le voir à peine, alors que c'est un Jedi ultra important, hein, je veux dire, dans l'univers Legend, etc. Bon, je suis pas sûr qu'on se fasse chier à en faire une ref pour l'épisode d'après, le montrer dans un tombeau en mode « lol, regarde, il est mort ». Je sais pas si ça a été confirmé ou pas depuis, mais il y en a beaucoup qui le pensaient. Il y a un des chevaliers Jedi de Clone Wars
qui est emprisonné, et il y a justement, voilà, un petit Younglings, enfin, il y a beaucoup de personnes qui sont emprisonnées, tuées et gardées dans les tombeaux, gardées vifs comme ça, tu vois, pour montrer un petit peu plus l'horreur des inquisiteurs. Cette scène-là, elle est plutôt intéressante. Mais là, je vais rejoindre Ivan. Honnêtement, vous avez vraiment ressenti un jeu d'acteur particulier de la part d'Ewan McGregor, que ce soit dans la réalisation, dans la mise en scène, ou même dans le jeu d'acteur de McGregor. Moi, j'ai vraiment du mal à me dire qu'à un moment donné, il y a eu un truc énorme, quoi, sur cette séquence. Il est quand même censé voir que tous les Jedi capturés sont morts, que tous les Jedi qui, à un moment donné, ont été victimes, justement, de... comment te dire, des inquisiteurs sont gardés dans des tombeaux presque, comment dire, c'est pas de la taxidermie évidemment, mais vous voyez, on n'en est pas très loin, puisqu'ils sont gardés physiquement parlant exactement dans leur statut d'origine, donc il y a un côté hyper glauque. Mais où est le jeu d'Ewan McGregor qui va permettre à un moment donné d'élever le niveau de jeu de la séquence? Pourquoi ne pas avoir fait, enfin surtout que 29 minutes, t'as 29 minutes d'épisode, tu vas pas me dire que tu pouvais pas rajouter 10 minutes de flashback. Pourquoi pas rajouter des séquences en flashback d'Obi-Wan avec les gens qui montrent, justement, dans les tombeaux, histoire de rajouter encore plus d'intensité, de rajouter vraiment quelque chose à l'intrigue, parce que c'était tout ce qu'on était tout ce qu'on était en droit de voir et tout ce qu'on était en attente de découvrir. C'était ce côté un peu, allez, mettez-nous un petit peu des choses et là c'est, enfin je suis désolé, mais même sur le peu de séquences que j'ai appréciées, je me dis cette série c'est service minimum. C'est vraiment un putain de service minimum. Genre, on vous montre quelques bribes de choses intéressantes, histoire que vous ayez un enrichissement culturel au niveau du lore de Star Wars Disney, et c'est tout. Et il joue bien. Il joue pas mal. Mais voilà, comme dit Floppy Ross, moi je suis d'accord avec lui, il n'y a pas d'émotion. Les seules émotions qu'il y a, le seul moment marquant, et là on rentre dans une autre scène, le seul moment vraiment marquant, où on ressent quelque chose de la part d'un jeu d'acteur, j'ai envie de vous dire. Et pourtant, le pire, c'est que le jeu d'acteur, il est masqué. Donc, il n'y a même pas techniquement de jeu d'acteur, à part la voix de James Earl Jones, et puis Hayden Christensen, si c'est bien lui dans le costume, puisqu'il a des doublures, etc. Enfin bon, là, je pense qu'il n'y avait pas de duel au sabre, donc c'était lui. C'est l'arrivée à la fin de Vador, où là, on se dit, ok, Vador, il arrive, c'est violent, c'est intense, c'est typiquement à la hauteur de sa légende de Seigneur Sith. Il est, comment vous dire, tellement omniprésent dans cette séquence. La caméra, elle est sur lui. Le jeu de champ, pas de champ contre champ, le jeu de contre-plongée est vachement intéressant pour montrer vraiment que t'as Dark Vador, alors, qui est au-dessus, tu vois, qui est au-dessus de tous ses opposants, même de ses alliés, les inquisiteurs, etc. Pour vraiment montrer dans ce jeu. C'est sur du champ contre champ, mais c'est en même temps en contre-plongée pour montrer la supériorité de Vador par rapport aux inquisiteurs. Ça, c'est fort. Très cool. En plus, il arrive tout de suite, c'est vraiment, il la prend à la gorge. C'est la dernière fois que vous échouez. Je vous avais bien dit que de toute façon, ça allait se retourner contre vous. D'accord, ok. Là, il y a des séquences qui sont intéressantes. Là, il y a quelque chose qui sort un petit peu du lot, mais c'est tout. Et le seul moment marquant en termes d'acting n'est même pas dévoilé par un acteur, puisque derrière, je veux dire, c'est Vador, tu vois, il est sous un casque. Là, allez, on va dire, il y a une petite prestance du côté de James Earl Jones au niveau de la voix originale. Mais sinon, ça s'arrête là. Et si la meilleure actrice, c'est la petite Leia, il y a elle et McGregor, hein, mais pour le reste, c'est quand même pas terrible. Hein. C'est quand même pas terrible. Et t'as rien qui ressort de comment dire. Je trouve qu'il n'y a rien de particulièrement marquant dans cet épisode, encore une fois. On est dans la continuité des épisodes 1, 2, 3. Allez, on va dire que les épisodes 1 et 2 posaient quand même de bonnes bases, mais là, on continue un petit peu sur la lancée du 3, sauf que je pense que nous, en tant que spectateurs, on est de plus en plus en train de se dire, les gars, c'est l'épisode 4, il en reste plus que 2, quoi, essayez de faire un truc. Et l'un des énormes défauts de la série, mais vraiment, hein, et je continue de le dire, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu Rebels, il y a des gens qui n'ont pas lu tous les comics, il y a des gens qui n'ont pas lu tous les bouquins, donc il y a des gens, je pense, qui aujourd'hui découvrent les Inquisiteurs pour la première fois. Qu'est-ce que c'est que, putain, ces antagonistes en carton?
J'ai l'impression de revivre ce qu'avait vécu Kylo Ren quand il avait voulu rentrer dans la tête de Rey, et que Rey, dans Star Wars 9, elle était over-cheatée, sans expérience, sans rien. Et là, on a Reva qui essaie de faire des tricks mentaux à Leia, et Leia est plus résistante qu'une nana inquisitrice développée, étudiée et préprogrammée pour ce genre d'activité. Alors, soit tu me dis tout de suite, par une certaine séquence, que on voit qu'il y a des inquisiteurs qui comprennent que Leia, elle a la force, soit bah, c'est un peu ta gueule c'est magique, tu te souviens, hein, Leia elle a la force, elle gravite, etc. Vous avez vu les anciens Star Wars, vous savez qu'elle est aussi une fille Skywalker, donc forcément elle a la force, c'est super, c'est génial. Mais putain, la gamine, elle a 9-10 ans. Et voilà, moi je suis d'accord avec Flopiros, tu ne peux pas avoir dans une série comme Kenobi une aura particulière et un effroi vis-à-vis des antagonistes, et ne serait-ce simplement qu'une vision d'antagonistes qui sont crédibles. Si à un moment donné, les inquisiteurs se font soulever, ils se font même soulever à domicile. On est quand même dans leur sanctuaire, enfin en tout cas dans leur espèce d'immense tour, etc., sur leur planète. Ils se font soulever par 2 personnages. Vous avez la force, vous êtes même pas foutu de sentir Obi-Wan. Obi-Wan qui, et pour le coup, ça fait partie des choses que j'ai appréciées, retrouve la force. Alors ça, c'est plutôt intéressant. De l'espèce de redneck qui avait un petit peu oublié les mouvements de la force, je trouve que c'est plutôt bien développé dans les épisodes 3 et 4. On voit au début de l'épisode qu'il essaie déjà de faire venir un petit bout de plastique vers lui. Ensuite, il essaie de revenir à la force avec de l'eau. Il met l'eau directement du côté des Stormtroopers. Les Stormtroopers. Est-ce qu'on note le fait que dans la séquence où Obi-Wan utilise la force pour faire en sorte que l'eau dérive du côté des Stormtroopers, au lieu de tirer, les Stormtroopers, ils lui foncent dessus. Mais ils ont combien de QI en fait là-dedans, les mecs? Enfin, je veux dire, moi, il faudrait peut-être qu'à un moment donné, parce que, les gars, là, on est vraiment en train de se dire, vous avez viré l'armée clone pour... C'est pas possible, ces gens-eux, des gens Maurice, ils étaient sur Tatooine, ils avaient rien fait. Globalement, ils avaient perdu à peu près 2 paris. Ah, t'as l'Empire qui est venu, qui dit, vous voulez du boulot? Parce que là, nous, on recrute, hein. Non, non, 3 fois rien. Donc, vous serez des gardes d'élite des Inquisiteurs. Ouais, vous serez des Stormtroopers, vous avez des armes, mais non, les utilisez pas, foncez dans le tas, c'est mieux. Ah oui, ce sera vachement plus efficace. Enfin, je veux dire, merde, quoi. C'est putain, ils sont cons comme des meules. Et le problème, c'est qu'en fait, bah, il y a la maestria d'Obi-Wan qui revient. On sent qu'Obi-Wan, voilà, toute la séquence où Obi-Wan, il commence à reprendre un petit peu confiance dans ses capacités de Jedi au sabre. Déjà au sabre, mais aussi avec la force. Oui, c'est des choses que nous, en tant que fans, on avait envie de voir. C'est des choses qui sont plaisantes pour le spectateur, mais qui surtout sont utiles. Parce que on se cache pas que saison 1, 2, 3, on sait pas combien durera saison durera d'Obi-Wan Kenobi, mais quand bien même, à la fin du compte, on sera exactement sur quelque chose d'indéniable. Obi-Wan en sortira vainqueur. Il faut le dire. Obi-Wan sortira vainqueur du combat contre Vador, puisque Vador ne le retrouvera plus avant des années et des années, dixit l'épisode 4. Il va falloir forcément qu'il se remette en main. Là, je trouve qu'il le fait plutôt bien. Le fait que Obi-Wan à un moment donné récupère la force petit à petit, là aussi ça monte crescendo, on ressent la confiance dans justement cette scène, bon, qui est repompée du pouvoir de la force, mais qui est plutôt pertinente en termes de visuel, de photographie, etc. C'est la seule, hein, parce que le reste, comme d'habitude en termes de photos et de réal, c'est lambda et fade au possible, hein, c'est assez pauvre, enfin je veux dire, il n'y a rien de particulièrement extraordinaire, il n'y a que cette scène-là qui sort du lot. Oui, le revoir réussir à dévier des tirs de sabre, des tirs de blaster Stormtrooper, et puis les tuer comme ça les uns après les autres, oui, c'est plaisant. Et c'est bien parce que ça a été fait crescendo. On n'est pas arrivé tout de suite dans Obi-Wan a toujours ses pouvoirs, etc. Il a fallu 4 épisodes pour qu'il les prenne. Là, j'ai rien à dire. Après, sur le fond, c'est cool. C'est sur la forme que ça pêche. Alors déjà, sur le fond, c'est cool. Là, je parle que pour Obi-Wan, parce que le fond de l'épisode entier est particulièrement creux. On y reviendra. Hein. Mais sur la forme, il y a beaucoup de choses qui... comment dire il y a beaucoup de choses qui sont hyper décevantes. Et ça va aussi sur de la cohérence. Alors déjà que l'histoire est pas terrible, c'est Tala, je crois, hein, l'infiltré du côté de l'Empire.
L'infiltré du côté de l'Empire, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Elle réussit à échapper à 2 Stormtroopers en leur mettant des gifles. Je vous jure que je crois que c'est la première fois. Alors, si on nommait la postlogie, parce que moi la postlogie je la compte pas, mais de tout ce que j'ai regardé de Star Wars en dehors de la postlogie, c'est la première fois que j'ai envie de me faire un facepalm de l'espace. Je veux dire, elle est contre 2 Stormtroopers. Elle met une gifle, mais petite en plus, hein. Elle met... Ah mais c'est un cartoon, mais je te jure, vraiment. Elle met une gifle à un Stormtrooper. Et alors, oh putain, le Stormtrooper, il a une réaction. Enfin, vous voyez ce que c'est un Stormtrooper, déjà vis-à-vis du casque, etc., machin. Alors là, t'as tous les puristes qui vont me dire, ouais, mais Luc, dans le 4, il dit qu'on n'y voit rien, de toute façon, avec le casque, machin. Oui, bon, d'accord, ok. Elle lui met une gifle, puis alors, t'as le Stormtrooper qui, limite, fait 3 pas en arrière, il recule sur 3 mètres, genre, oh mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé? L'autre, elle a le temps ensuite de péter la gueule du deuxième, de faire en sorte que l'autre soit hors d'état de nuire pour repasser sur le premier. Gros, tu t'es pris une gifle et t'as... Enfin... C'est ok. Il n'y a pas de problème. Et alors, le grandiose, là aussi, où pareil, je me dis, mais... Obi-Wan qui se casse et qui se dit, allez, il faut qu'on passe incognito. Leia, on en fait quoi? T'inquiète, je la mets sous ma robe. Ouais. Tout ça pour, en plus, être sauvé. Ta gueule, c'est magique. Mais alors là, vraiment, hein, alors, en plus, par des snowspeeders. C'est... pourquoi Pourquoi les snowspeeders? Je veux dire, tu pouvais pas en créer d'autres, ou c'est quoi? C'est du fanservice, c'est histoire de se dire, regarde, la boucle, elle est bouclée, 10 ans ou 15 ans avant l'Empire contre-attaque, on avait déjà des snowspeeders, c'est les prémices du snowspeeder, comment dire, ce vaisseau tant apprécié de l'univers de Star Wars. Ouais. Alors on a un no-name, hein, voilà, on a un pauvre malheureux qui finit par être exécuté. Puis alors, je vais vous dire, parce que l'épisode en soi, de toute façon, n'est pas très intéressant. On navigue un petit peu, voilà, de planète, de planète en planète. On découvre de nouvelles personnes qui seront l'aube de la rébellion, de tout ce que tu veux, etc. Il y en a un là-dedans que j'avais vraiment envie de voir. Et je suis assez déçu de son rôle, parce que lui, pour le coup, joue pas trop mal, mais il sert à rien. Et là, il y a Serial Vlogger qui est là, je suis sûr qu'il va savoir c'est qui tout de suite, parce que Serial Vlogger, c'est un grand amateur de hip-hop comme moi. Bah, juste, on a Ice Cube, en fait, qui est là, tu vois. Junior, mais on a Ice Cube quand même. On a O'Shea Jackson Jr., qui a une apparition lambda au possible, alors que c'était un des acteurs que j'attendais le plus de retrouver dans la série. Qui fait un petit peu, voilà, du name-dropping à tout va. De certains personnages, de certaines planètes. C'était comme quand on citait Queenland ou des trucs comme ça. C'est voilà, on fait un peu de name dropping de certains univers. Mais dans quel contexte? Pour quel objectif? En 29 minutes. Qu'est-ce qu'on a littéralement étudié en 29 minutes? On est allé d'un point A à un point B. Alors moi, je suis pas forcément d'accord avec toi, Serial Vlogger, quand tu parles d'épisode filaire. Pour moi, il est pas filaire parce que en termes d'intrigue, bah, il est quand même hyper important. C'est-à-dire que le point A, c'est Leia, elle a disparu. Le point B, c'est on a récupéré Leia, c'est super. On a récupéré Obi-Wan, c'est une belle victoire pour l'humanité. Avec le truc hyper larmoyant, avec une toute petite musique. Ça y est, pour une fois qu'il y a un thème qu'on arrive à reconnaître dans la série où Leia prend la main d'Obi-Wan. Enfin, il y a des gens qui ont été émus par ça. Parce que, je veux dire, globalement, est-ce qu'il y a des gens qui ont vraiment été émus par la main tendue de Leia à Obi-Wan? C'est-à-dire que les deux s'apprécient, et puis que Leia déjà lui demande dans l'épisode 3, c'était toi mon père, et que lui dit, ah, j'aurais bien aimé dire que c'est le cas, mais non, etc. Enfin, on sait qu'ils s'apprécient plutôt. Ben non, je me dis, bon... je veux bien qu'il y ait une volonté de montrer aussi que entre Obi-Wan et Leia, il y a quelque chose et qu'Obi-Wan aura été proche des deux. Mais ça, on le voit depuis... comment dire? On le voit depuis très longtemps maintenant, hein, depuis l'épisode 1 ou 2, enfin, je sais plus exactement dans quel épisode il se découvre pour la première fois, je crois que c'est dans le deuxième, mais voilà, on sait qu'il va y avoir un lien mystique fort entre Obi-Wan et Leia, on sait qu'entre Obi-Wan et Leia, ça va être important d'avoir cette complicité, on sait qu'ils s'apprécient, on sait que pour Obi-Wan, il y aura aussi de l'affect pour elle comme il en aura pour Luke, ça boucle un petit peu la boucle, d'accord. Mais j'arrive plus. En fait, le problème, c'est que la série est tellement pauvre que j'arrive plus à être impacté. Je vais vous dire un truc, moi, qui malheureusement est quand même assez révélateur.
Parce que c'est quand même Star Wars. Enfin, on est quand même sur la série Kenobi. Les épisodes 1 et 2 et les épisodes 3, moi, le mercredi dès 9h, c'était allez, hop, let's go, je regarde les épisodes. L'épisode de Kenobi, je l'ai regardé hier en milieu d'après-midi. Donc jeudi. J'avais oublié que l'épisode était sorti. Et j'ai peur que maintenant, pour pas mal de projets Star Wars, ce soit comme ça. C'est-à-dire, on va nous bombarder de projets Star Wars à gogo, et on n'aura plus d'émotion. On n'aura plus d'émotion, on n'aura plus d'impact, on n'aura plus de moments marquants. On a déjà là pas de moments marquants, pas de réalisation, pas de vraiment de phénomène hyper plaisant. À part Halloween, à part le Mandalorian. Mais sinon, voilà, on n'aura pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et c'est catastrophique pour un univers comme Kenobi. Salut Slayer! Une gorgée de ce fameux thé à la menthe en l'honneur du Canada. J'espère que le Canada va bien, c'est cool d'être vu depuis le Canada. Fait du bien ce petit thé, putain. Mais non, ouais, Voilà, je suis d'accord avec Johan. J'ai perdu malheureusement toute hype pour Kenobi. Là, à la fin, par exemple, de l'épisode 4. On se retrouve à la fin de l'épisode 4. On voit que... comment dire, Reva, elle a placé un traceur, donc la lutte entre Obi-Wan et Vador n'est pas forcément terminée. Peut-être que Leia a terminé son arc narratif. Ça, on sait pas. Parce que là, j'ai tendance à me dire qu'au niveau de l'épisode 5, on pourrait très bien arriver sur Obi-Wan qui va redéposer... Parce qu'on a vu les posters, et on a vu ce poster justement qui est là, ça a l'air d'être plus ou moins Tatooine. En même temps, ce serait pas logique s'il retrouve Tatooine, ce serait peut-être une autre planète. Mais là, si on devait partir un peu dans des théories, moi je pense que l'arc autour de Leia, il est pas loin d'être terminé. Ils vont ramener Leia sur Alderaan, et puis derrière, il va y avoir la traque entre Ewan McGregor et Vador. Le souci que je vous dis maintenant, là tout de suite, et que je trouve lamentable, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de réponses qu'on n'aura pas. Ben oui, c'est ça, Roawin. Il reste que 2 épisodes avec énormément de fils narratifs qui restent en suspens. Mais comme ils savent que c'est quasiment se confirmer maintenant qu'il y aura une saison 2, en fait, l'arc narratif autour d'Obi-Wan, de tout ceci et cela, ils sont même pas obligés d'y répondre. Ils auront une saison 2 pour ça. Donc tout ce qui va être Eva, Vador, ceci, cela, ça se trouve, on les verra. Est-ce que quelqu'un a des infos sur la saison 2 ? Parce qu'il me semble que j'avais lu que la saison 2, elle partirait sur des idéologies qui seraient des éléments de la série Kenobi, mais pas forcément Kenobi en lui-même. Je crois pas, vu qu'on va zipper Leia, il finit la série. Bah ouais, mais alors de quoi on va parler dans la saison 2 ? On va faire une saison sur Tala ? Yes. Super. Et puis, où sont les promesses ? Je veux dire, c'est feignant, quoi. C'est feignant comme Jurassic World. On est vraiment là sur 2 putains de cas d'école, hein. On est sur 2 immenses cas d'école que sont Kenobi et Jurassic World. L'art de ramener l'ancien, de rien proposer de nouveau, et de faire quelque chose de feignant. Alors moi, vous savez que Jurassic World et Jurassic World, surtout Fallen Kingdom, je les ai trouvés excellents, surtout Fallen Kingdom. Je trouve qu'il y avait un potentiel inouï. C'est vraiment, dans la saga Jurassic World, le seul qui se plante, c'est Dominion. Le seul, vraiment, même le 3, à la rigueur, il est regardable. Et au moins, il te fout pas un peu la saga et la conclusion en l'air, quoi. C'est comme ça, puis c'est tout. Jurassic Park 3, rappelons qu'il n'était pas prévu pour être une conclusion. Jurassic Park 4 Extinction, un projet qui avait dans les papiers depuis longtemps, était censé être la conclusion de la saga Jurassic. Le 3 avait jamais été censé être une conclusion, le 3 c'était simplement une suite comme une autre. Donc déjà c'est différent. Là Dominion c'est censé être une conclusion, c'est loupé, et c'est feignant, c'est pauvre, c'est vraiment, vraiment feignant. Et là tu te dis, Obi-Wan... on fait pour l'instant, au bout de 4 épisodes, c'est-à-dire quasiment les 3/4, le strict minimum. On est sur le strict minimum. Honnêtement, qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent jusque maintenant ? On a une avancée narrative qui est laquelle ? Obi-Wan. Alors, quelles sont les avancées qu'on a eues ? Obi-Wan a retrouvé la force, Obi-Wan a retrouvé un jeu de jambes, sabre en main, etc. D'accord. Je vais même pas parler de réal, de mise en scène ou de cinématographie, y a rien. Y a rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc voilà, les gens ont applaudi au vomi nostalgique qu'on se bouffe. Ah, je suis pas d'accord, le chieur. Vraiment, non, on peut pas dire que les gens applaudissent. Honnêtement, alors après, toi, je sais pas, il me semble que t'avais, je sais plus si c'est toi, le chieur, parce que ton pseudo me dit un truc,
Je sais plus si c'est toi qui avais dit sur ma critique Jurassic World que de toute façon, depuis le premier parc, tout était de la merde. Ou alors est-ce que ton commentaire c'était déjà de dire que World et Fallen Kingdom c'était à chier. Bon, dans tous les cas, je suis pas d'accord. Mais pour revenir là-dessus, c'est un peu la même chose. Je pense qu'il y a un moment où il faut avoir un peu de nuance. Depuis que Disney a récupéré Star Wars, on a au moins eu Rogue One et le Mandalorian. Je défie quiconque de me dire que Rogue One et le Mandalorian, c'est pas bien. Qu'on parle de cinématographie, d'hommage ou d'idées et de nouveautés, les deux sont hyper intéressants. Rogue One, c'est moi et oui, j'assume. Ah ouais, mais il faut revoir. Je pense que vraiment. Alors oui, je sais pas si c'était. Ou alors c'était toi, mais je sais pas dans quel contexte. Si t'avais dit que tout était pourri après Parc ou si c'était juste les Worlds que t'aimais pas. Dans tous les cas. Dire que tout est pourri après Jurassic Park, c'est manqué de... Parce que dire aujourd'hui, même du Monde Perdu, que c'est à chier... Ah vache, putain, le Monde Perdu, il y a des idées hyper intéressantes de mise en scène quand même. Je veux dire, l'apparition du Sith B, etc. Je veux dire, sans le Monde Perdu, on se ferait chier dans la saga Jurassic. Après, Fallen Kingdom, il y en a qui aiment ou pas. Moi, je pense que Fallen Kingdom, les gens qui n'ont pas aimé, ils devraient revoir Jurassic Park le 1 et après revoir Fallen Kingdom. Et avec 2 visionnages, on se dit, ah ouais, en fait, je commence à comprendre où ils voulaient en venir. Mais pour Star Wars, je pense vraiment qu'à un moment donné... Il y a une nuance à avoir de se dire, on a eu Rogue One qui, sur le travail du gigantisme de Gareth Edwards, sur la réalisation, la mise en scène et sur ce raccord quasi parfait au 4e, était intéressant. Sur Mando, on a des nouveautés, on a pas mal de fanservice effectivement, mais on a des choses vachement pertinentes dans le lore, dans l'enrichissement culturel, et puis voilà, un personnage ultra charismatique où on a effectivement, comment dire... comment dire, où on a un enrichissement du lore et de nouvelles choses à découvrir. Rien que pour ça, ça mérite d'être vu. Et parce que on a une émotion. Le cinéma, c'est aussi une émotion. Hein. Le cinéma, c'est aussi de l'attraction, c'est aussi une émotion. Faut pas toujours voir le truc. Moi, quand je regarde Mandalorian, je vois de l'émotion. Il y a une vraie émotion qui se dégage. Il y a des réalisateurs de talent qui travaillent dessus. Là, Kenobi, je suis d'accord, il n'y a rien. Par contre, le Shiur, je suis d'accord avec toi sur Dominion et Kenobi, il n'y a rien. Deborah Shaw, en termes de réal, de mise en scène et d'émotion, elle ne montre rien. À 2 scènes et demie près. Voilà, c'est... Par contre, après, pour Jurassic, moi, j'ai du mal à être d'accord parce que... Qu'on se dise que tout... Enfin, après, à un moment donné, qu'on se dise que tout est en dessous du premier... C'est comme si je te disais, demain, normalement, le soleil se levera. Là, je suis d'accord. Effectivement, depuis Jurassic Park, les autres sont tous en dessous. Maintenant, c'est encore un travail de nuance. Jurassic Park a mis une barre extraordinaire parce que c'était un chef-d'œuvre signé Spielberg. Derrière, faut pas oublier les qualités que peuvent avoir les autres. Il faut peut-être les revoir un peu à la hausse, surtout quand on a une faculté d'aller un petit peu plus loin et d'apporter quelque chose. Vraiment, hein, je te le dis, sans animosité aucune, laisse une deuxième chance notamment à des œuvres comme Le Monde Perdu, à Jurassic World et Fallen Kingdom, surtout à Fallen Kingdom et au Monde Perdu. Parce que dans le travail de la cinématographie de Juan Antonio Bayona, dans le potentiel extraordinaire qu'offre la fin du film, dans la musicalité de Giacchino, c'est du ressucé du 1 Jurassic World. Bah non, parce que déjà le parc était pas actif. Donc c'est pas possible. Le 1, il y a quelques références. Le 1 de Jurassic World, c'est pas du repompage, c'est une lettre d'amour qui se comprend elle-même en disant on voit où est la limite du blockbuster, l'Indominus Rex, mais on sait qu'on fera jamais mieux. Le tyrannosaure, le combat entre les deux à la fin. T-Rex contre Indominus. Et ce qu'on fait, c'est qu'on allie l'ancien et le vieux dans notre propre film à nous. On est tout à fait conscient que de toute façon, on ne fera jamais aussi bien. Par contre, on vous écrit une lettre d'amour. C'est ça, Jurassic World. Et moi, j'irai jamais contre un truc comme ça. Parce que c'est tout simplement l'entité même, avec 1 heure de promesse de parc qui est ouvert, voilà, de vraiment quelque chose de beaucoup plus étincelant, quelque chose que tu peux vivre comme si ça existait vraiment, de la féerie, etc. Voilà, je trouve que c'est assez fort dans ses limites, mais aussi dans tout ce que ça provoque. Et Colin Trevorrow le savait très bien, c'est aussi pour ça que je suis super vénère avec lui sur Dominion, parce que son écriture dans les 2 premiers était top. Et là, t'arrives, et tu sors Fallen Kingdom, où là aussi le propos... C'est pareil le Shiur, tu dis que t'aimes beaucoup Jurassic... Après je ferme la parenthèse parce qu'on reparle de Kenobi, mais tu dis que t'aimes beaucoup Jurassic Park, je te reconseille encore une fois, et ça je l'ai dit à beaucoup de gens sur Twitter, re-regarde tout le segment de Hammond, Sattler, Malcolm et Grant, où Malcolm dit...
Le pouvoir de la génétique, vous l'utilisez comme un gosse qui trouve le flingue de son père, vous allez le breveter, l'emballer dans des papiers cadeaux, et vous allez le vendre sans savoir, sans prendre conscience des conséquences, vous allez violer la nature. Qu'est-ce qui se passe dans Fallen Kingdom? On récupère, on emballe dans des papiers cadeaux plastiques, et derrière, on vend aux enchères sans prendre en compte des conséquences, et on viole la nature, et quelque part, eh ben, on viole carrément le continent, puisqu'on est à l'aube d'une ère jurassique qui s'arrêtera pas à la extinction des dinosaures. C'est tellement raccord. Je vais te dire, Fallen Kingdom, pour moi, en termes de scénario, c'est celui qui est le plus proche du premier. C'est indéniable, en fait, par rapport à son scénar. Donc, nostalgie putassière, je dirais pas, parce qu'en plus, c'est celui qui innove le plus. La vie trouve un chemin, et c'est effectivement ce qui se passe. Pour moi, Fallen Kingdom est un quasi chef-d'œuvre. Enfin, moi, après, je le dis, je prêche peut-être des convaincus, mais vous savez que je me prêche tout seul parce que je suis convaincu du truc. Mais c'était en fait des choses qu'on nous a apportées. Un peu comme à l'époque de la prélogie, pour revenir à Star Wars. À l'époque de la prélogie Star Wars, il y en a beaucoup qui ont craché dessus. Mais alors moi, j'aurais eu mon âge à l'époque de la prélogie, j'aurais adoré tout pareil. Parce que je me dis déjà, c'est respectueux des anciens, on arrive à revenir vis-à-vis de la conclusion du quatrième. Et putain, quelle créativité, quoi. Quelle putain de créativité du côté de la prélogie. T'arrives avec des clones, des droïdes, une fédération du commerce, un enjeu politique, tout un tas de références aussi hyper intéressantes sur l'ancien, mais vraiment la mise sur de la nouveauté, c'est-à-dire Coruscant, des nouvelles planètes qui fourmillent partout, toute l'origine de ce qu'on connaît, le temple Jedi, etc. C'est jouissif, la prélogie. Alors, il y a des zones d'ombre, hein, j'aime pas le sable. Bon, d'accord, mais c'est pas ce qu'on a fait de meilleur. Mais sinon, il y a des zones d'ombre. Mais à l'époque où on a critiqué la prélogie, moi, je vais vous dire un truc simple. À l'époque où on a critiqué la prélogie, aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire, allez, on va dire 15-20 ans après presque, plus de 20 ans même pour le premier, je crois, mais on va dire, allez, 15-20 ans pour la prélogie. 20 ans après, les gens se disent que la prélogie, elle est revalorisée. Bah, je vais vous dire un truc, je serai largement plus sur YouTube, hein, je serai probablement mort d'ici là de ma quinte de tout. C'est peut-être ça, ça fait un mois, ça fait chier. Mais dans 20 ans, si Dominion avait été bon, Jurassic World serait devenu la prélogie de l'époque. Je suis convaincu que dans 20 ans, si Jurassic World Dominion avait été bon, et à la hauteur des attentes, on aurait parlé de la trilogie Jurassic World comme d'une grande trilogie. Exactement de la même manière que de la prélogie. La seule chose qui va changer, c'est que Dominion, il est éclataxe, et que du coup, malheureusement, on n'en parlera jamais correctement, parce que c'est une conclusion décevante. Et c'est là où, justement, la prélogie a été capable d'être bien manœuvrée. Alors, c'était plus simple, hein, on revenait au quatrième, on concluait pas, on savait déjà le socle. On avait le socle, il fallait rejoindre le socle. Mais voilà, tout ça pour dire que la prélogie de Star Wars, elle avait un truc à dire. Elle apportait des nouveautés. Elle était intéressante. Là, Kenobi, quelles sont les nouveautés ? Quelle nouveauté en 4, parce qu'on est au bout de 4 épisodes quand même. J'ai même pas envie de vous dire, je veux dire en termes de review d'épisode 4, je vous ai cité les 4 ou 5 scènes que j'aime bien, la réalisation elle est absente, le reste il se passe rien. Je veux dire globalement. Il y a quoi à débriefer dans l'épisode 4 ? Il se passe rien. Leia elle est récupérée par Obi-Wan, alors en plus, enfin je veux dire voilà, on est sur le point de la torturer. Obi-Wan la retrouve comme en 40, et puis au revoir messieurs dames. Donc, bon, bah, il se passe pas grand-chose. L'histoire, elle avance. Mais bon, on passe simplement de... Bah, Leia... En fait, épisode 1, Leia est kidnappée. Épisode 2, elle est récupérée. Épisode 3, elle est kidnappée. Épisode 4, elle est récupérée de son kidnapping. Donc, l'épisode 5, on va la récupérer. Pareil, pourquoi il n'y a pas eu un discours entre Vador et Leia ? Le nombre... En fait, ce qui est terrible, c'est de se dire... Et là, vous voyez, je vais vous dire... c'est pas de l'attente. Et moi, je fais partie des défenseurs des gens qui ont des attentes. Parce que avoir de l'attente, pour moi, enfin, je vais vous dire, vous me direz si vous êtes d'accord. Oui, Nathan, je suis covidé et pourtant, je suis là pour vous faire un live de folie, mesdames et messieurs. C'est avec le Covid quand même qu'on vous fait plaisir et qu'on est en mode professionnel. Bah, je l'ai le enfin oui, c'est une longue histoire ça. J'ai le Covid, donc ça doit être Seb qui me l'a refilé dimanche. Sa copine ne l'a pas. Roawin s'est fait tester, elle l'a pas. Aurel Zveg l'a pas. Je suis le seul connard qui l'ait chopé.
Je suis asymptomatique parce que techniquement, j'ai chopé la crève aussi à Paris. Donc, j'ai un rhume et mal de gorge. Mais ça, le mal de gorge, par rapport à mes extinctions de voix, ça fait un mois que je l'ai. Donc, c'est pas une nouveauté. Donc, c'est pas issu du Covid. Et le rhume, il est venu d'un coup de froid que j'ai chopé ce week-end. Donc là, au niveau du Covid, sachant que je l'ai eu il y a 6 ou 7 jours déjà maintenant, c'est asymptomatique total. Mais... Ah non, mais je te dis, serial vlogger, je vais te dire, hein, je suis pas homo, mais j'aurais préféré le pomper, le sébiche. Quitte à me dire que je chope le Covid, j'aurais aimé lui rouler une pelle au moins, tu vois, ça fait chier, quoi. Même sa copine qui a le plus de chance... même sa copine qui a plus de chance de l'avoir, elle l'a pas, tu vois, alors que moi, je le chope. Ah, je sais plus où est-ce que j'en étais. Enfin, si, que voilà, Kenobi... Non, je sais plus où est-ce que j'en étais. Enfin, voilà, il n'y a pas d'avancée particulière. On est au bout de 4 épisodes déjà. Et je vous le dis encore une fois, moi, je m'en fous de la saison 2. On est en mode sympa le décor. Merci beaucoup, le chien. Il va changer parce que j'ai une pièce qui est infiniment petite. C'est en termes de setup, c'est une catastrophe. Donc je vais essayer de me faire un nouveau décor qui j'espère sera mieux pour les prochaines fois. Mais là, je suis dans une pièce qui est minuscule, ce qui fait que du coup il fait très chaud, que j'ai besoin d'un ventilo, etc. Oui, Leia qui se fait enlever 15 fois. C'est ça qui est dramatique, c'est qu'en fait on est sur une série où elle se fait kidnapper, elle se fait récupérer, elle se fait kidnapper, elle se fait récupérer, etc. Dans le 5, elle se refera kidnapper. Et voilà, c'est là justement que je voulais en venir. On est dans une série comme Kenobi, on va pas reparler encore une fois du budget, etc. et de tout ce qui s'ensuit. Parce qu'effectivement, il y a le budget, il y a les problèmes aussi peut-être d'argent que Disney a mis sur la table qui pour moi sont inadmissibles, Pourquoi elles sont inadmissibles? Parce que Disney, tu vas pas me dire qu'ils ont des problèmes d'argent. Donc à un moment donné, ne pas mettre suffisamment dans une série comme Kenobi, c'est que vous n'avez pas d'ambition. Et ça part déjà mal à ce niveau-là. Mais vous avez un potentiel, et visiblement vous avez du temps pour nous faire 14 minutes de générique et des épisodes d'une demi-heure, pour nous mettre des scènes marquantes, et on n'a rien. Il n'y a pas de proposition dans Kenobi. On va se dire ça à un moment donné, il faut dire les choses, comme disait, il faut dire les termes. Il n'y a aucune proposition dans Kenobi, à part quelques références à l'univers Legend à droite à gauche pour faire plaisir aux fans, ou voilà, 2 premiers épisodes relativement sympathiques, mais qui sont quand même assez plats et qui ont des zones d'ombre, et là, plus ça va, plus c'est mou. Et je suis désolé. Là, maintenant, on est à 2 épisodes de la fin. La saison 1 d'Obi-Wan, elle aura pas... Même si les 2 prochains sont géniaux, je vous le dis, hein, même si les 2 prochains épisodes sont géniaux, la série, elle prendra pas plus de 12 sur 20. Parce que qu'est-ce que tu veux? On doit attendre l'épisode 5 pour commencer à avoir du culte. C'est pas normal. C'est pas normal. Dire, même les ambitions de Reva, par exemple, là, elle arrive, il y a un petit mind game qui aurait pu être intéressant avec Leia, mais d'un autre côté, c'est déjà pas cohérent que Leia, elle arrive à lui tenir tête alors que c'est qu'une gamine, bon, ça passe encore. Et où est justement la scène avec Vador? Vador qui discuterait avec sa petite sans le savoir, tu vois, il pourrait y avoir des tas de trucs hyper intéressants. Imaginez Leia, par exemple, dire à Vador, ouais, de toute façon, juste en mode van, hein, puisqu'elle a un peu de répartie, ouais, de toute façon, vous avez pas d'enfant, vous pouvez pas comprendre, vous savez pas vous en occuper, ou je sais pas, des conneries comme ça, tu vois. Mais genre en mode sérieux, un peu pince sans rire, mais derrière, tu vois, où Vador, à un moment donné, là, il pourrait perdre pied par rapport à ça, parce qu'il sait qu'il aurait dû avoir des gosses, machin, etc. Tu vois, je sais pas, une scène marquante entre un père et une fille sans qu'il le sache. Vraiment des scènes pour l'instant, au bout de 4 épisodes, on n'a pas eu un putain de flashback. Et Hayden Christensen, il a pris des cours pour se remettre à niveau au niveau du sabre. C'est même pas lui sous le costume quand il fait ses scènes d'action. C'est qu'à un moment donné, il doit bien y avoir comment dire, il doit bien y avoir des flashbacks. Je vais vous poser une question, on va voir. Par curiosité, parce que je suis quelqu'un de curieux. C'était confirmé. Ah, je sais pas si ça a été confirmé qu'il y aurait des flashbacks. Mais d'un autre côté, pourquoi il a pris des cours de sabre et pourquoi il s'est remis à niveau si c'est pas lui sous le costume quand il y a des combats au sabre, quoi. Idem pour Ewan McGregor. Hein. Mais, enfin, Ewan McGregor, tu vois que c'est lui qui fait ses cascades, mais... Est-ce que l'épisode prochain, vous le voyez comme un épisode full flashback? Ils aiment bien faire ça du côté de ces Star Wars. Hein. Boba Fett, tu voyais bien qu'il y avait 2 épisodes sur Mando. Est-ce que vous pensez que le prochain épisode, on pourrait être full flashback et genre la série n'avance pas? Il aurait senti que c'était sa fille, il a senti son fils sans même le voir. Bah...
Oui, c'est possible, mais ça aurait donné une scène intéressante. Ou au moins qu'il ait un doute, tu vois. En se disant, bah non, c'est pas possible, Leia Organa, c'est pas possible. Mais je ressens quelque chose en elle qui est étrange. Flashback sur quoi? Bah la guerre des clones, hein, pour la plupart. Un truc sur la guerre des clones, voilà, qui teaserait effectivement le face-à-face final, comme dit Ackerman. Un truc où t'es... qui va un peu au-delà de nos espérances, quoi. Qui va un petit peu au-delà du fait établi, parce que on voit quelques bribes de rébellion, on voit des personnages qui discutent. Enfin, je sais pas, on a Tala qui se découvre d'un coup. Enfin, mais il y a une scène, moi, que j'ai trouvé pareil, incohérente, parce que tu te dis, mais pourquoi t'as pas fait ça depuis le début? C'est quand Tala, elle veut rentrer justement pour voir Leia, etc., pour la sauver. Et qu'elle part voir les Inquisiteurs, ou je sais plus trop quoi, et qu'on lui dit, ah non, 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 mais par contre, ton code d'accès, il est pas bon, tu restes là. Et puis, tu sais, genre, je trouve que l'actrice joue mal. Elle est en mode, oh non, je suis en train de perdre pied, oh mon dieu, mais qu'est-ce qui va arriver, je vais me faire avoir et tout. Et puis là, le mec, il arrive, et d'un coup, tac, d'un seul, elle se dit, eh, mais en fait, tu te prends pour qui, frérot, là? Genre, je suis ton supérieur. Tu vois, il y a la lettre S dans supérieur. Donc, casse-toi, en fait, genre, c'est moi qui fais les trucs, et toi, tu te barres, et tu vas m'ouvrir, parce que moi, je suis capitaine, et toi, t'es personne. Mais pourquoi tu le fais pas dès le début, ça? Je veux dire, enfin, je... Au lieu de t'es en comme ça, ah non, je comprends pas, il y a un problème. Enfin, justement, si t'es en infiltration, à aucun moment on doit le voir. Pareil lors du face-à-face entre Reva et Tala. Entre Reva et Tala, je trouve que l'actrice qui joue Tala, elle joue mal. Ou alors c'est une mauvaise direction d'acteur ou une mauvaise direction de personnage. C'est peut-être pas la faute de l'actrice, mais c'est une mauvaise direction d'acting ou de personnage ou de scénario. Je joue pas la meuf qui a de l'inquiétude. Comment tu veux qu'on te croie si on pense qu'à un moment donné t'es inquiète? Ça se voit. Moi, je suis Reva. Alors, je trouve ça un peu gros que Reva tout de suite lui dise, ah oui, sauf si tu mens. Bon, enfin, bon, d'un autre côté, si à chaque fois que quelqu'un te dit un truc... Ah, t'imagines, Reva, au matin, elle va à la cafétéria de l'Étoile Noire. Les gars, je voudrais du thé, s'il vous plaît. Ah bah, désolé, on a plus de thé, on a plus que du jus d'orange. Ouais, mais sauf si tu mens. Bah oui, enfin bon, on s'en bat les couilles, frère. Si elle te dit que t'as plus de thé, voilà, elle ment, elle ment, elle ment pas, on s'en bat les reins, tu vois. Mais là, je me dis, c'est une mauvaise direction d'acteur ou de personnage. Parce que t'es en mode... si t'es infiltré, mec, joue la confiance jusqu'au bout. Sinon, tu vas te faire ken, en fait. Surtout que ça fait 10 piges qu'elle est agent double. Bah grave. Enfin, ça fait 10 piges, je sais pas, on sait pas vraiment le lore, mais si elle en est arrivée à ce statut de capitaine, ça fait un petit moment, quand même. Par contre, ce que se prend l'actrice de Reva, c'est des... Ah ouais, mais alors ça, moi, le chieur, je vais te dire ça pour moi, c'est 2022. Ça me débecte au plus haut point, mais y a plus rien à faire. C'est oh ouais, enfin j'ai l'impression qu'en fait les critiques c'est encore des critiques racistes en mode ouais Reva l'autre noire là, vas-y son personnage il est à chier, en plus elle est noire. 2022. Enfin, moi j'ai perdu l'espoir en l'humanité, je veux dire l'actrice et Ewan McGregor a fait une très belle réponse là-dessus en disant ceux qui sont racistes et globalement ceux qui disent ça de l'actrice qui joue Reva qui fait un bon travail sur le personnage, et vous êtes pas des vrais fans de Star Wars parce que nous dans la galaxie, désolé, on n'est pas racistes. J'ai trouvé ça plutôt noble, assez efficace, et le petit parallèle avec nous, dans toutes les galaxies on n'est pas raciste, tu sais il reste un peu dans le personnage mais il dit des vérités, tu vois, il dit des vraies choses qui sont bien pour les générations futures, etc. Du style les gars, on est normalement, même qu'on critique ou pas, on a le droit d'aimer ou pas, tu vois, parce que là depuis tout à l'heure on est cinglant avec la série, mais on reste des fans de l'univers, on est des fans de cinéma, et à aucun moment on va aller taper sur comment dire, sur la couleur de peau ou sur une actrice, quoi. C'était la même chose quand dans Star Wars 8 il y avait Rose. Ah ouais, oh putain, l'autre asiate, la machin. Ouais, enfin bon. Enfin, les gars, voilà. Bah, exactement, le chieur, ouais, elle s'était fait détruire. Alors, il y a des trucs qui vont plus loin encore que simplement du racisme, ce qui est déjà terrible, hein. Mais il y a des trucs qui vont plus loin. Je me souviens que dans Walking Dead, à l'époque où c'était encore relativement honnête, c'était déjà plus terrible, mais c'était honnête. À l'époque où Eugène, il avait trahi les gentils pour aller avec Negan dans la saison 8, Josh McDermott, il avait reçu des menaces de mort. En mode, hey, gros, on va te retrouver, ce que t'as fait à Rick, c'est pas normal, t'es vraiment un fils de pute, on va te retrouver, on va t'enculer. Le mec avait pris des menaces de mort parce que son personnage avait trahi... Non mais vous dites, putain, les gars... Vous rêvez, hein. Que penses-tu des chorégraphies au sabre? J'attends qu'il y en ait. Non, allez. Je peux pas dire que c'est un point négatif. La réalisation les met pas du tout en avant. La réalisation les met pas du tout en avant. La réalisation, pour moi, de toute façon, elle est quasi inexistante. En revanche, je trouve que le fait qu'Obi-Wan, dans l'épisode 3, il soit complètement alarmé et que y ait, comment dire, y ait un...
un rapport de force tellement déséquilibré avec Vador, etc., et qu'il se fasse souiller, je trouve que c'est normal, puisque il n'utilise plus son sabre depuis des années, il l'avait enterré, etc. Donc je trouve que la chorégraphie, qu'en n'est pas une qui est simplement violente et dense, c'est plutôt bien vu vis-à-vis de ça. Je trouve que la chorégraphie des combats, ou en tout cas le maniement au sabre d'Obi-Wan fait plaisir dans le 4, parce qu'on se trouve que petit à petit, il a pas tous ses pouvoirs d'un coup, mais il retrouve un petit peu ses capacités, son acuité, etc. Je trouve ça plutôt sympa. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de réal derrière pour le magnifier, quoi. Il y a pas de réal. T'as pas d'enjeu de mise en scène, t'as pas d'enjeu de réalisation, je veux dire, t'as rien. Hein. Deborah Shaw, elle ne fait rien. Il y a quelques plans, voilà, quand il arrive dans les tombeaux, etc. Il y a pourquoi pas, peut-être quelques plans qui peuvent être un peu intéressants en termes de photographie et de luminosité, de jeu de couleurs. T'as le jeu de contre-plongée, Vador, Reva à la fin. Mais putain, ça c'est du vu et revu, quoi. Comment il va, mon Yaya? Yaya, je suis sur Twitch juste après. On termine, on fait une petite partie talk et on termine l'épisode 4 de Life is Strange, si jamais ça te tente. Pour tous ceux que ça tente, à 22h, rendez-vous sur Twitch. On termine Life is Strange épisode 4 et on fera une petite demi-heure de talk, comme d'habitude, puisque j'ai pas eu le temps de terminer hier. Et sachant que je suis covidé, bah ça j'en parlerai après, mais sachant que je suis covidé, bah je vais vous le dire tout de suite. Il y a des chances, on va voir, ça dépend comment je me sens, mais a priori... Voilà, je pense être plus ou moins, entre guillemets, dans le dur. Et le dur, pour moi, c'est quasi... À part que je respire mal, je suis asymptomatique. Donc, il y aura 2 autres lives. Twitch, demain après-midi, il y aura Life is Strange. Mais du coup, demain soir, je ferai un autre live aussi. On fera un petit Saturday Night Talk, je pense. On se fera un petit live tout ensemble où on discutera sur Twitch. Et le dimanche, ça va être drôle. Le dimanche, c'est le retour de l'équipe du dimanche. On fait 1 heure d'actu. Et après, on va réagir à toutes les critiques de Jurassic World Dominion sur YouTube. On va rigoler sec. Donc dimanche après-midi de 13h30 de 14h à 18h, on sera sur Twitch. On fera 1 heure d'actu. Retour donc de ces trucs-là, 1 heure d'actu, et ensuite on fera 2 heures on va regarder les critiques qui parlent de la franchise, et on verra avec qui on est d'accord, avec qui on n'est pas d'accord, etc. Comme toutes les critiques sont négatives et que j'ai été déçu, je pense qu'au moins on sera d'accord avec tout le monde. La réaction à celle du JDG, ah bah surtout celle du JDG, Ah bah on va faire le JDG, on va faire du Randall, on va s'épargner mes rêves, hein, vous vous en doutez bien, mais on va faire du JDG. Le but ce sera pas de trash talk, hein, c'est juste que en fait je suis très curieux de regarder les critiques des gens sur Dominion, et je me suis dit bah écoute, t'as le Covid, t'as rien à foutre, bah tu seras pas fatigué puisque tu vas pas sortir ce week-end, donc autant continuer un petit peu les lives. Donc on va faire on fera des petites reviews, des petites réactions aux critiques, ça ce sera dimanche, et demain soir je pense qu'on fera du talk, parce que j'ai pas grand chose d'autre à foutre, j'ai pas de jeu à commencer, parce que ça là on le commence lundi, bang bang. Oh Seigneur Jésus! The Carry PS5. Négocié à 50€ au lieu de 65. Pas de live Jurassic, si, le soir. J'en rajoute 2, mais j'en retire aucun. Demain, il y aura Life is Strange l'après-midi et il y aura un live le soir. Et dimanche, il y aura un live l'après-midi et en plus le live YouTube le soir, évidemment, Jurassic World. Ça, c'est une évidence. Donc il y aura 4 lives ce week-end, plus la semaine prochaine des lives tous les jours. De toute façon, j'ai rien d'autre à foutre, hein, je suis sous Covid, donc... Ouais, mais justement, tu vois, c'est ça le problème, le chieur. C'est que je pense qu'il y a une différence... En fait, il y a une différence entre être trop fan et peut-être manquer d'ouverture d'esprit, dans le sens où il faut pas être trop puriste. Jurassic Park, pour moi, c'est vraiment la saga idéale pour parler de ça, dans le sens où dire que après le premier, tout est à chier, c'est pas vrai. Objectivement, c'est pas vrai. Et moi, c'est pour ça aussi que j'ai un peu de mal. J'adore le JDG, mais c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal avec ses critiques sur Jurassic, parce qu'il est tellement amoureux du premier que, bah, en fait, tout ce qu'il y a ensuite, il le négocie pas, alors qu'il y a vraiment beaucoup de bonnes choses dans ce qui a été fait après. Et c'est la grande différence entre le côté puriste et le reste, tu vois. Mais après, avec tout mon respect pour le JDG, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup et qui est un des piliers de YouTube, enfin voilà, il n'y a aucun disrespect, hein. Live dimanche, ce sera à la même heure. Le live de dimanche après-midi, il sera à 14, et sinon l'autre, c'est 21h, ouais. Mais donc du coup, voilà, ouais, pour en revenir à Kenobi, moi maintenant, on m'a demandé, j'ai plus d'attente.
Ouais, non, ouais, j'ai pas d'attente. J'ai pas d'attente particulière. Je n'ai pas je n'ai plus de hype pour cette série. J'ai plus de hype pour Kenobi. Il a aimé le Jurassic Park de Telltale. Mais il est cool le Jurassic Park de Telltale. Il a aimé Jurassic World Evolution aussi. Mais après, c'est des jeux vidéo, c'est pas tout à fait pareil. Quoique Telltale, comme c'est un jeu et histoire aussi, c'était plutôt sympa. Euh, j'ai plus de hype, j'ai plus d'attente. Je n'arrive pas à être marqué vis-à-vis de cette série. J'arrive plus à avoir d'ambition vis-à-vis de Kenobi. Il serait temps de se réveiller parce qu'il reste plus que 2 épisodes. Je n'ai aucune idée d'où est-ce qu'ils vont nous emmener. J'ai peur en fait que cette série nous emmène vers zéro surprise et encore un épisode un peu filaire, c'est-à-dire voilà un épisode de 35-40 minutes où globalement on voit que Obi-Wan récupère un peu sa force. Et Qui-Gon. Sinon, il va bien, Qui-Gon. Je veux dire, à un moment donné, Ah putain, même ça, quoi. Je veux dire, les études, l'entraînement qu'il devait y avoir avec Qui-Gon, etc. Non, nique sa mère, ok, très bien. Moi, j'ai peur que dans l'épisode 5, on ait un petit peu de Qui-Gon et qu'on se dise, ok, ouais, il va peut-être continuer ses exercices, peut-être qu'il va ramener Leia. Encore un épisode filaire où on va voir Reva qui va le pourchasser, peut-être des séquences avec Vador. Et le 6ème, le face-à-face. Et voilà, au revoir, générique de fin, merci, bonsoir. Puis on verra un petit peu à quoi ressemble la saison 2. Mais alors, si c'est ça, Obi-Wan Kenobi sera officiellement la série la plus pauvre et mais vraiment hein, la série la plus pauvre et la plus paresseuse que j'ai vue dans ma vie depuis que Star Wars est arrivé. Même Boba Fett était moins comment dire était moins feignant hein. Cliffhanger pour la saison 2. Ben oui, mais parce que ils te vendent ça. Alors dans les deux cas pour moi c'est consternant, mais soit on n'est pas dupe, soit ils ont vu que ça marchait pas et que les retours étaient négatifs. Donc ils ont enclenché dans la foulée une saison 2 en mode allez vas-y on demande à qui de droit, vous êtes tous d'accord, bam saison 2. Comme ça on essaie de calmer un peu les gens. Soit deuxième option et la pire, option 2, ils savaient depuis le début qu'ils feraient une saison 2 et ils nous ont vendu ça comme une mini-série. Donc on s'est fait des attentes et on a imaginé ça comme une mini-série et c'est notre droit. Parce qu'encore une fois pour moi avoir des attentes c'est bien. C'est pas négatif, c'est simplement être fan, vivre les choses. C'est normal ensuite d'être déçu. Alors il y a des registres, hein. Il faut pas être déçu si oh non je choune parce que j'ai pas ce que je veux. Mais si encore une fois on a des attentes et du potentiel, c'est à pas confondre. On peut avoir des attentes de fans et dans ce cas-là faut pas être déçu si ça arrive pas parce que ça reste que du fan. Mais il faut si on a des attentes du potentiel que nous donne une série, là dans ce cas-là on peut être déçu parce que c'est la série qui respecte pas son propre potentiel. Et à un moment donné, dans ce cas-là, voilà, c'est encore plus dramatique parce qu'ils savaient qu'il y aurait une saison 2 depuis le début et ils nous ont enculés comme jamais avec des promesses de mini-fiction de base alors que ça n'avait aucun intérêt. Puisqu'effectivement, l'objectif était tout simplement de se dire je vous fais prendre ça pour une mini-fiction alors qu'il y aura une saison 2 et du coup vous n'aurez absolument pas ce que vous attendez dans la saison 1 parce qu'on vous la mettra dans la deuxième. Moi, c'est la mort de Wade. Je trouvais son personnage hyper important. Ah bah, ce bon vieux Wade. Ah, ouais. On voit que Ice Cube Junior, il est triste. Là, je pense que la nana avait peut-être une petite relation avec. Ah, on sentait qu'il y avait quelque chose. Hein. Il y avait. Ouais, ça méritait d'être développé. Ah, bah, après, heureusement qu'après, il y a des personnages qui meurent, quoi. Parce que bon, sinon, il y aurait vraiment rien. Mais 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes. Et comme dit Jean Bastonnaire, 30 minutes. Et en plus, il y a rien. C'est-à-dire, à un moment donné, 30 minutes pour qu'il se passe que dalle, c'est compliqué, quoi. Hein. Ce que je devrais faire, c'est... honnêtement, hein, je devrais demander des dons de 1 euro, de 0,99 centimes, à chaque fois qu'on se fait une réflexion comme quoi dans la série Kenobi, il se passe rien. Je veux dire, ce soir, je me serais déjà fait 300 balles. C'est une catastrophe. À coût de 99 centimes. Hein. Si tous les gens dans le chat, là, ils mettaient 99 centimes avec le hashtag il se passe que dalle, je vous jure, je suis millionnaire à la fin de la soirée. Et tous les frais, là, des dons qu'il y aura là d'ici les 10 prochaines minutes, je les redonne à Disney. Je vais envoyer un chèque de 50 € à Disney pour leur dire, au moins, je vous ingurgite ça. Mettez-les dans Kenobi, j'en sais rien. Peut-être que ça pourra offrir un truc en plus, mais là, vous commencez à me lécher les rouleaux, quoi. Les cinématiques de Old Republic sont meilleures. Bref, c'est pauvre, quoi.
C'est pauvre. Et le parallèle avec Jurassic, il est intéressant. On a fait un petit aparté là, et puis on a fait une petite, une petite jonction derrière comment dire, vers Jurassic World, et puis vers toutes ces choses-là, et vers aussi la prélogie. Mais c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire à un moment donné, si c'est loupé, il faut reconnaître les choses et se dire que ça n'a pas été, les valeurs ne sont pas bonnes. Les valeurs ont été publicité mensongère. C'est la même chose. Alors, j'en reviens à ce que je disais déjà la dernière fois, mais c'est la même chose vis-à-vis de la musique. On en est encore à se dire, ah ouais, ok, bon, à la fin de l'épisode, quand Leia et Obi-Wan se prennent la main, il y a une petite musique un petit peu poétique, ok, très bien. C'est un demi-thème d'intéressant, sur l'ensemble de la série, et je l'ai déjà dit la semaine dernière et je continue à le redire, les gars, on a eu un trailer avec Duel of the Fates et Anakin versus Obi-Wan et les meilleurs morceaux de La Revanche des Sith. Donc à un moment donné, bon, serait peut-être temps de se réveiller là, quoi. Il est où Ludwig Göransson? Moi ça me dérange absolument pas que le mec il fasse toutes les séries Star Wars vu ce qu'il a fait sur Mandalorian, mais à un moment donné il faudrait, hein. Ah, merci Pritch pour le... J'avais pas vu. Merci Pritch pour le don. Allez, ça fait déjà une personne qui a donné 99 centimes. Là, on enchaîne. On est encore 167 dans le live. Il reste 9 minutes. Tous les dons de 99 centimes seront envoyés directement à Catherine Kennedy, histoire de dire, sister, je te donne 6 euros. 6 euros, ça paiera peut-être un donut à Ewan McGregor. Ça le requinquera pour qu'il joue un petit peu mieux la tristesse, parce que là, c'est chaud. Mais... hashtag il se passe que dalle. Il faut rajouter évidemment le hashtag il se passe que dalle. Hein. Alors 99 centimes, je crois que vous pouvez pas écrire. Vous le mettez évidemment derrière. Autant de fois que vous le pouvez. Mais non, mais c'est blague à part. C'est catastrophique. C'est pauvre quoi, putain. Qu'est-ce que c'est pauvre. Qu'est-ce que c'est pauvre. Et c'est hyper dommage. C'est hyper dommage parce que vu le potentiel de la série et vu ce qui pouvait se passer, je me dis allez, le potentiel là-dedans, tout le délire qu'il y avait au niveau de cette saga-là, au niveau de l'environnement qu'il peut y avoir derrière, je trouvais ça absolument incroyable. Et non, ça a rien donné. Ça a absolument rien donné. Vous verrez les flashbacks de la guerre des clones, on les aura même pas. Mais s'il y a même pas de flashbacks, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais c'est au point de se dire, putain, mais alors du coup, qu'est-ce que vous nous avez montré, quoi? Je veux dire, s'il y a même pas de flashback, qu'est-ce que vous avez à nous mettre sous la dent? Pourquoi autant de travail du côté d'Aiden Christensen? Pourquoi autant de temps passé à mettre en avant Hayden Christensen, sachant que déjà la moitié des scènes, il est même pas sous la combi. Est-ce qu'il va avoir des scènes où il y aura pas son masque? Est-ce que tout ce qu'on va avoir, c'est une scène où il se retourne avec sa cape et puis 2 scènes où il est dans une cuve à Bacta? C'est pas beaucoup, hein. La réalisatrice, c'était une bonne idée de la mettre sur les 6 épisodes, parce qu'au moins elle prend en charge l'ensemble. Mais ouais, mais encore, où est le comment dire, où est le talent de réalisation? Où est le talent de réalisation? Où est l'ambition de réalisation, de mise en scène? Où est la photographie? Où est le budget? Je veux dire, La Revanche des Sith, il y avait une grande partie du film qui était tournée sur fond vert, t'avais l'impression de plus voyager. Si vous voulez pas vous faire chier, vous évitez les décors naturels, vous tournez sur fond vert, hein, c'est pas grave, mais au moins on en prendra pour notre gueule, quoi. Ah mais Deborah Shaw n'a aucune vision. Deborah Shaw, c'est une yes woman. C'est typiquement une yes woman, elle a fait 2-3 gammes sur certaines séries télé, on lui a dit tu veux faire ça, elle a fait ouais, elle prend les 6. C'est une yes woman. C'est un peu le syndrome John Watts ou d'autres mecs comme ça qui n'ont pas de vision. Même Colin Trevorrow, on peut dire ce qu'on veut de lui, mais au moins il avait une vision. Bon, sur Dominion, c'est de la merde. Mais bon, c'est... Voilà. Bonne soirée, Valou, et sinon, c'était un super live. Merci beaucoup, Redrex. Bah, j'espère que vous continuez à trouver ces lives pertinents. Hein. Je passe à une petite partie question-réponse de 5 minutes, hein, puisque à 22h, je bifurque sur Twitch. Mais fallait donner la série à Dave Filoni.
Ouais, mais je pense que Dave Filoni, tu vois, ces projets-là, c'est moins ses bébés. Lui, c'est vraiment Clone Wars, Bad Batch, tous les Ahsoka, Mando, tous les projets un peu comme ça, tu vois, qu'il a chapeauté depuis le début, qui sont des projets qui lui tiennent à cœur depuis longtemps. Mais je pense qu'un projet comme ça, pur fan service, en mode ouais, prélogie, Vador, Ewan McGregor, je pense qu'en fait Dave Filoni, il s'est dit bah je suis loin de ça moi. C'est cool, mais je suis loin de ces trucs-là. Je pense que Dave Filoni, il a besoin de créer. C'est comme Favreau, voilà, ou Bryce Dallas Howard, ou des mecs comme ça. Ils ont besoin de créer et d'avoir une patte. Et là, bah, peut-être qu'en fait, en off, on sait pas, hein, mais peut-être qu'en fait, en off, il y a des mecs au niveau du scénario, ils se sont dit, bah en vrai, non, moi, ça m'intéresse pas, quoi. Je ne suis pas intéressé par ce que vous me proposez, parce que scénaristiquement, il y a rien. Donc, à part faire une petite prod exécutif ou un truc comme ça, je vois pas l'intérêt, quoi. Ouais, mais alors, Drop One, c'est justement le contre-argument. Deborah Shaw, elle a fait des épisodes de Mr. Robot, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Mr. Robot, j'en ai parlé la semaine dernière, Sam Esmail, à partir de la saison 2, il n'y a plus que lui qui réalise. C'est son bébé à lui. Dans la saison 1, il y a, je sais plus, 10-12 épisodes, et il y en a peut-être 3 ou 4 qui sont pas réalisés par lui. Alors, on va dire 5 grand maximum, je sais pas exactement, je crois qu'il y a que 10 épisodes. Il y en a 3 ou 4 qui sont pas réalisés par lui. C'est peut-être des gens, tu vois, qui ont été approchés pour réaliser des trucs, mais à un moment, déjà, la saison 1, en termes de réalisation dans Mr. Robot, c'est la moins ambitieuse. C'est génial, hein, mais c'est la moins ambitieuse. Tout ça parce qu'ils ont mis des trucs tellement hauts après que bah, tu te dis, ouais, voilà, ouais, Sam Esmail. Mais elle a réalisé des épisodes de Mr. Robot, elle en a réalisé un, et c'était pas non plus extraordinaire. Enfin, je veux dire, tu vois, c'était dans la première saison, ça devait être fortement chapeauté par Esmail. Esmail, il a fait tout dans la suite. C'est pas l'épisode de Deborah Shaw qu'on va retenir. On n'est pas sur du... Waouh, Bryce Dallas Howard qui a réalisé un épisode de Boba et de... Putain, ça on retient. Waouh, Taika Waititi, machin. La saison 2, ça décolle très fort. Ah oui, ah bah à partir de la saison 2 de Mr. Robot, ça monte en termes de réal et de mise en scène et d'ambition. Un truc de ouf. Mais c'est Sam Esmail qui prend le truc. Donc là, forcément, derrière, bah, t'as Sam Esmail qui est là et qui te dit, frère, je prends les commandes du bordel, t'inquiète pas. On a cité Vince Gilligan. Vince Gilligan, lui, en tant qu'écriture et en tant que réalisateur, alors lui, il a beaucoup plus délégué au niveau de la réalisation, notamment à Ryan Johnson, mais derrière, lui, quand il écrit, les gars, il fait pas semblant. Hein. Et tu te dis, ah ouais, c'est du lourd. Parce que lui, il est capable de faire il est capable d'écrire et de manœuvrer son truc. Deborah Shaw, elle a fait un épisode, on sait pas pourquoi, peut-être parce qu'elle avait la chance d'être là, mais elle a aussi fait Fear, tu vois, donc faut remettre les choses dans leur contexte. Elle a fait Beauty and the Beast ou des trucs comme ça, donc bon, bah c'est pas non plus quelque chose de particulièrement extraordinaire. Donc elle a fait Mr. Robot, mais est-ce qu'elle avait quelque chose à retenir de Mr. Robot? Je suis pas sûr. Parce que Sam Esmail, il a tout écrit, il a quasi tout réalisé, à 4 épisodes près sur 40. Ou plus que 40 même. Donc c'est pour moi, c'est le faux contre-exemple, tu vois. C'est de se dire, bah en vrai, Deborah Shaw, faut surtout pas se dire, oh ouais, trop bien, elle a réalisé un épisode de Mr. Robot. Voilà, c'est pas le bon exemple. Alors que derrière, elle aurait réalisé 2-3 épisodes de Breaking Bad, et puis t'arrives et tu te dis, ah ouais, c'est du lourd. Tiens, pour terminer, par curiosité, on va voir Deborah Shaw, ce qu'elle a fait en profondeur. Deborah Shaw, wiki, Canadian Filmmaker. On va voir un peu ce qu'elle a réalisé. Bon, elle a réalisé 4 films de 2002 à 2014. Ah bah non, c'était des short films. Elle a fait que 2 longs métrages. Bon bah, je les connais pas, donc je peux pas vous dire. Sinon derrière, Mr. Robot, bon c'est l'épisode 6 de la saison 1. Fear the Walking Dead, c'est les épisodes 9 de la saison 2 et 3 de la saison 3. Techniquement, c'est dans les bonnes saisons, c'est déjà ça, hein, c'est pas ce qu'il y avait après. Mais sinon, pour le reste, c'est Beauty and the Beast, c'est Murdoch Mysteries, c'est Vampire Diaries, c'est Iron Fist. La saison 1 en plus. Hein. C'est la saison 2 de Jessica Jones qui est pétée au possible. La saison 2 de Jessica Jones, elle est pétée au possible. Elle en a fait un épisode. Ah, c'est au moins un épisode de Better Call Saul. C'est un épisode d'American Gods. Et c'est les 2 épisodes les moins intéressants de Mandalorian. Donc techniquement, elle a quand même à un moment donné... Ah oui, puis c'est le clip Black Summer des Red Hot qui est ignoble. Le clip Black Summer des Red Hot, il est vraiment, vraiment, vraiment laid. Donc tu te dis... les 2 épisodes les moins marquants de Mandalorian, bon bah c'est toi qui les as fait. American Gods,
ok, mais c'est un épisode sur 3 saisons, un épisode de Better Call Saul, dans la saison 4 en plus, donc pourquoi pas peut-être quelque chose de pertinent qui prouverait qu'elle est capable d'eux, mais sinon, Lost in Space, c'est chiant comme la pluie, mais voilà, hein. Et derrière, c'est du Fear, c'est pas grand-chose, c'est vraiment pas grand-chose. Elle a pas un CV mirobolant, et je veux dire, à un moment donné, c'est des séries qui sont certes intéressantes, pour la plupart, il y en a quelques-unes qui valent le coup, mais c'est pas des séries où tu vas retenir le talent de réal de la personne à l'instant T. Better Call Saul sur la saison 4, tu retiens l'écriture surtout. Et puis la maestria de Gilligan et certains épisodes en termes de mise en scène, mais la plupart réalisés par Gilligan. Mandalorian, tu retiens Waititi, tu retiens Bryce Dallas Howard, tu retiens surtout la saison 2. Fear, encore, les saisons 2 et 3, il y avait des épisodes sympas, mais il faudrait que je les revoie. Mr. Robot, je suis désolé, elle a eu de la chance d'arriver là, mais donc à un moment donné, non, pour moi, Deborah Shaw, c'est pas une réalisatrice qui a une vision. Et là, elle a 6 épisodes pour réaliser tout Obi-Wan. Je sais pas si elle a été bridée comme jamais, mais d'un autre côté, elle a pas l'air d'avoir une vision à brider extraordinaire. C'est tristounet, hein. Et je vous dis, l'épisode 4, il est triste. Je veux dire, à part l'apparition de Vador à la fin et 2-3 plans avec Obi-Wan et le fait qu'il réussisse à récupérer un peu la force et qu'il retrouve un peu confiance en lui et en ses capacités, derrière, c'est beaucoup d'incohérences, c'est beaucoup de blabla, ça n'avance pas, c'est toujours un peu la même chose, c'est plan en conclusion, plan en conclusion. Je sais pas où on va, mais en tout cas, on va pas bien loin. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vais vous laisser là-dessus. Merci à tous d'avoir été là. On se donne rendez-vous dans 1 minute, maximum. Mais vraiment maximum. Je lance tout de suite, je suis un fou, je suis un malade. On se donne rendez-vous dans 1 minute pour la fin de Life is Strange sur Twitch. Donc je vais basculer sur Twitch pour tous ceux qui veulent aller sur Twitch. N'hésitez pas à me rejoindre. On termine l'épisode 4 de Life is Strange. Et avant Life is Strange, au cas où Life is Strange ça vous intéresse pas, on va continuer à rediscuter 15-20 minutes d'autres sujets. Donc vous pouvez rester dans la partie talk. On se rejoint dans 1 minute. Merci à tous d'avoir été là. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. À la semaine prochaine pour Kenobi. Jurassic World dimanche sur YouTube. Ce sera sympa aussi d'en reparler. Bon. Ça va aussi être un moment de calvaire, mais qu'est-ce que vous voulez. C'est dur d'être fan en ce moment.